Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cyril Android. Alors oui, je porte une casquette parce que je suis très mal coiffé, passons. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est l'effet secondaire, ou plus communément appelé les side effects en Jetpack Compose. Comme d'habitude sur cette chaîne, nous allons d'abord aborder la partie théorique avant de passer à la partie pratique. Tu peux retrouver les timescodes sur la barre de lecture et en description de la vidéo. La recomposition. Avant de parler de side effects, c'est important de s'attarder sur la recomposition. Pour rappel, en Jetpack Compose, lorsqu'un composable est modifié, il subit alors une recomposition. Prenons un exemple tout simple. Imagine que nous avons un champ texte qui permet à l'utilisateur de renseigner son adresse mail. À chaque touche du clavier tapé, le composable textfield est modifié et donc recomposé. La nouvelle valeur sera alors visible à l'écran. A noter que la recomposition en Jetpack Compose est dite intelligente. Et c'est plutôt pratique parce que si on se trouve sur une page avec plein de composables, la recomposition ne va concerner que les composables qui auront été modifiés. Ça évite de recharger la page à chaque fois. Alors pourquoi c'est important de savoir ce qu'est une recomposition avant même de parler des side effects? Eh bien, les side effects sont en fait étroitement liés aux recompositions. Un side effect correspond à une action présente dans un composable mais qui s'exécute en dehors de son cycle de recomposition. Exemple, tu lances le chargement d'une image volumineuse qui va prendre du temps à se télécharger. Et ça, directement dans les premières lignes de ton composable. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si jamais ce composable subit une recomposition? Eh bien, le chargement de l'image va se relancer, ce qui va consommer encore plus de ressources et l'image n'apparaîtra qu'après plusieurs secondes, si elle apparaît d'ailleurs. Voilà ce qu'est un effet secondaire en Jetpack Compose. Normalement, dans ton code Jetpack Compose, tu ne dois pas avoir de side effect. Si on reprend l'exemple d'avant, c'est une bien belle connerie de télécharger une image, ou quoi que ce soit d'autre, dans un composable. Entre autres parce que, et c'est important de le noter, la recomposition n'est pas contrôlable par nous, développeurs, et qu'elle peut arriver à tout moment. C'est donc impossible de dire à notre composable, charge l'image, et une fois que l'image est chargée, là, tu peux être recomposé. Non, ça marche pas comme ça malheureusement. Mais dans certaines situations, on ne peut malheureusement pas faire autrement. Exemple, je vais afficher un toast si jamais l'utilisateur tape une adresse mail avec un format incorrect, du style sans arrobase. Dans ce cas, tant que le mail renseigné par l'utilisateur est incorrect, chaque recomposition entraînera l'apparition d'un nouveau toast. Alors non, ton adresse n'est pas bonne. Non, toujours pas. Non, pas encore. Ah non. Ce qui va provoquer une très longue file d'attente de toasts identiques qui vont s'afficher en boucle. Pour éviter ça et afficher le toast seulement une fois, heureusement pour nous, les équipes Android ont pensé à tout. Passons sans plus tarder à la partie pratique pour voir ensemble les différents moyens mis en place pour gérer les side effects. Prends ta meilleure tasse de café car nous allons coder. Alors avant de commencer, sache que j'ai mis à ta disposition une fiche récapitulative sur les side effects en Jetpack Compose que nous allons voir dans cette vidéo, histoire d'y jeter un coup d'œil quand tu seras en train de coder. Tout est en description comme d'habitude. Bref, commençons. Launch Effect. On commence notre tour des API pour contrôler les side effects avec Launch Effect. Launch Effect est utilisé pour lancer une coroutine de manière asynchrone lorsqu'un composable est créé ou mise à jour. Ça permet donc d'effectuer des opérations assez longues sans bloquer l'interface utilisateur. On peut l'utiliser par exemple pour effectuer des appels réseau, des opérations de base de données ou afficher une snack bar comme dans l'exemple que je vais te montrer. Dans le cas de la snack bar, on veut pouvoir contrôler le moment où on l'affiche et où on la cache en ignorant la recomposition. Actuellement sur notre écran, on peut voir un composable nommé ShowNoInternet Snack Bar qui prend en paramètre showMessage qui est un booléen. C'est ce booléen qui définit l'affichage de la snack bar. À l'intérieur de ce composable, nous avons un scaffold. Comme son nom l'indique, scaffold, qui signifie échafaudage en français, permet d'ajouter à notre écran en compose différents éléments tels qu'une top bar, un floating action button et une snack bar host qui va nous permettre d'afficher une snack bar. Je vais commencer par définir une snack bar host state en utilisant le mot-clé remember. Pour rappel, le mot-clé remember permet de garder la valeur même en cas de recomposition. Snack bar host state gère la file d'attente lorsqu'il y a plusieurs snack bars à afficher et va les montrer une par une. Ensuite, on va utiliser le snack bar host de notre scaffold. On va instancier une nouvelle classe snackBarHost qui va s'occuper de gérer l'animation et l'affichage de la snackbar. Et on lui passe notre snackBarHost state en paramètre. Je sais, ça fait beaucoup de snackbar. Pour ensuite afficher une snackbar à l'écran lorsque la valeur de showMessage est à true, je vais utiliser LaunchEffect. Il prend deux paramètres, la clé où je vais passer showMessage et le bloc où je vais ajouter l'affichage de la snackbar. Donc, si showMessage est égal à true, alors j'utilise snackBarHostState pour afficher la snackbar.
J'ajoute le message et je mets la durée à indéfini pour que la snack bar ne disparaisse que si show banner passe à false. Le paramètre K1 permet d'indiquer à LaunchEffect qu'il doit être relancé que si la valeur de show message est modifiée, et peu importe les recompositions, tant que show message ne change pas, on n'exécute pas le bloc de LaunchEffect. Remember update state. On va maintenant passer à Remember Update State. Remember Update State est utilisé pour mémoriser une valeur et la mettre à jour même si le composable subit une recomposition, tout comme avec Remember. On peut voir ça comme un cache. En plus de ça, Remember Update State peut déclencher une recomposition si sa valeur est modifiée. On va reprendre notre exemple précédent. Dans l'état actuel, le souci est que la valeur de show message n'est pas enregistrée en cas de recomposition inattendue. On va donc utiliser Remember Update State pour pallier ce souci. On va commencer par créer une nouvelle variable qu'on va appeler LastShowMessage. Et on va ensuite définir un Remember Update State en passant en paramètre showMessage. On va simplement remplacer showMessage dans le LaunchEffect par LastShowMessage. Ainsi, on est sûr qu'en cas de recomposition, nous aurons toujours la bonne valeur de showMessage. Remember Coroutine Scope. Remember Coroutine Scope permet de mémoriser le coroutine scope associé à un composable. En utilisant Remember Coroutine Scope, nous pouvons nous assurer que les coroutines lancées dans le scope du composable sont correctement gérées et annulées lorsque le composable est détruit. Mais tu te poses certainement la question dans quel cas on peut avoir besoin de lancer une coroutine dans un composable. Eh bien, prenons un exemple. Nous avons à l'écran un composable qui s'appelle Remember Coroutine Scope. Comme dans l'exemple précédent, il est composé d'un scaffold avec à l'intérieur un bouton. Pour l'instant, l'action onClick n'est pas définie, donc si on clique sur le bouton, aucune action ne sera lancée. Ce qu'on souhaite dans cet exemple, c'est qu'une snack bar s'affiche lorsqu'on clique sur le bouton. Alors on a vu précédemment que pour ce faire, on va utiliser le snack bar host state pour afficher nos snack bars lorsqu'on clique sur le bouton. Le souci est que, comme tu peux le voir à l'écran, showSnackBar est une fonction suspend, ce qui signifie qu'elle peut seulement être appelée dans une coroutine. Comme tu peux l'imaginer, c'est ici qu'on va utiliser Remember Coroutine Scope pour afficher cette snack bar. On va commencer par définir une nouvelle variable Coroutine Scope. On va ensuite se placer dans le onClick et faire appel à la méthode launch de notre coroutine scope afin de lancer la coroutine et d'y appeler à l'intérieur notre fonction suspend show snackbar. Et magie, l'erreur disparaît. Alors si tu pourrais te poser la question, pourquoi pas utiliser le LaunchEffect qu'on a utilisé juste avant pour afficher la snackbar? Et c'est une très bonne question. On ne peut pas l'utiliser car LaunchEffect est un composable. Et un composable ne peut être appelé que dans une autre fonction composable, ce qui n'est pas le cas de notre callback onClick. Et donc si on essaye d'utiliser LaunchEffect dans le onClick, on aura un message d'erreur. Disposable Effect. Disposable Effect est utilisé pour effectuer des opérations lorsqu'un composable est créé et se désinscrire automatiquement lorsqu'il est détruit. Disposable Effect peut être utilisé pour gérer des ressources tels que des abonnements à des flux, des connexions à des services ou d'autres objets nécessitant une libération lors de la destruction du composable. On va prendre un exemple avec un observer. On a à l'écran un composable qui s'appelle AppLifeCycle. À l'intérieur, on utilise le Lifecycle Event Observer et on envoie un callback onEventChange à chaque nouvelle étape du cycle de vie. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur le cycle de vie d'une activité, elle est un petit peu vieille, désolé pour les images un peu dégueu, mais c'est toujours d'actualité, ça s'affiche actuellement en I sur votre écran. Pour le fonctionnement de ce composant, on va donc avoir besoin du cycle de vie de l'activité par an. Pour ce faire, on va utiliser local lifecycle owner et on va récupérer son cycle de vie. On va ensuite ajouter un observeur à notre cycle de vie pour récupérer chaque étape et l'envoyer via onEventChange. Et comme à chaque fois qu'on ajoute un observeur, on n'oublie pas de le supprimer avec remove observer. Le problème avec ce composable actuel, nous allons ajouter un nouvel observeur et le supprimer à chaque recomposition, ce qui n'est pas vraiment souhaité et pas du tout optimisé. Nous allons donc utiliser Disposable Effect qui permet d'effectuer deux opérations, une à la première composition et une autre à la destruction du composable. On va ensuite encapsuler notre observeur dans le Disposable Effect. Comme vous pouvez voir, on a une petite erreur au niveau de Remove Observer. En survolant, on peut voir que Disposable Effect doit renvoyer un Disposable Effect Result. On va donc ajouter onDispose qui va renvoyer un Disposable Effect Result. Et à l'intérieur, on va ajouter notre Remove Observer. Comme ça, on est sûr que notre Observer est ajouté à la première composition et est supprimé à la destruction de ce composable. Side Effect. Side Effect permet d'effectuer des opérations à chaque fois que le composable est recomposé. Attention, ces opérations ne doivent surtout pas être liées ou avoir un impact sur l'UI du composable. On va donc prendre un exemple très simple. On souhaite afficher dans la console logcat à chaque fois qu'un composable donné est recomposé. On va alors définir un Side Effect et simplement ajouter à l'intérieur un logd avec le message qu'on souhaite afficher.
Ici, ça sera le composable a été recomposé. Et donc, on peut être sûr qu'à chaque recomposition, ce message logd sera affiché dans la console. Produce state. Produce state est utilisé pour produire une valeur d'état UI, également appelée UI state. Pour rappel, un UI state est une classe qui va définir l'état d'un composable à un instant T. Produce state permet de suivre l'état UI d'une manière réactive tout en se détachant du cycle de recomposition. Dans notre exemple, nous voulons afficher 3 composants différents en fonction de la valeur de user. Actuellement, on récupère la valeur de users à partir du viewModel et à travers un if-else, on définit quel composable afficher, soit list of users, soit error. Le problème avec le format actuel, c'est que les users vont être appelés à chaque recomposition. En plus de ça, la récupération des users peut prendre du temps, et si nous avons plusieurs recompositions successives qui se produisent avant la récupération de ces users, eh bien elles ne seront tout simplement pas affichées à l'écran. Donc on va commencer par définir un UI state. Pour ce composable, on va avoir 3 états possibles. Un success lorsqu'on récupère les users, un loading lorsqu'on est en train de récupérer les users, et un error si jamais aucun utilisateur n'est récupéré. On va ensuite définir un produce state en donnant comme valeur initiale loading. Comme ça on est sûr d'avoir une barre de chargement en attendant de récupérer tous les utilisateurs. Et à l'intérieur du bloc de produce state, nous allons ajouter la logique, à savoir récupérer l'utilisateur via le viewModel et retourner success si jamais la liste n'est pas vide, ou error dans le cas contraire. On va ensuite utiliser un bloc when où on va passer en paramètre notre UI state. Donc comme tu peux voir, on a une erreur. Pour la corriger, on va survoler le when, cliquer sur More Action et sur Add Remaining Branches. Ça nous permet d'avoir tous les cas possibles pour notre UI state, à savoir success, loading ou error. Alors je vais ensuite les réorganiser pour avoir success, loading plus error dans le bon ordre. Dans le cas où notre UI state est égal à success, nous allons appeler le composable list of users pour afficher les utilisateurs. Ici on a une erreur. Pour la corriger, on va assigner notre UI state à une nouvelle variable qu'on va ensuite utiliser pour récupérer nos first name. Si jamais notre UI state est de type loading, nous allons afficher un circular progress indicator qui correspond tout simplement à une barre de progression circulaire. Et enfin, si nous avons une erreur, on appelle logiquement le composable error. Comme produce state nous permet de faire de la programmation réactive, si jamais un user est amené à changer, eh bien l'UI state sera automatiquement mis à jour, tout comme notre composable. Derived state of. Derived state of permet de calculer un état dérivé basé sur d'autres états. C'est très utile pour éviter des recompositions inutiles en ne mettant à jour que les parties du composable qui dépendent réellement des changements d'état spécifiques. Alors dit comme ça peut sembler plus complexe que ça ne l'est vraiment, donc passons directement à l'exemple. Ici nous avons un composable appelé list of names composé d'une lazy colon. Pour rappel, la lazy colon permet d'afficher une liste avec à peu près le même fonctionnement que le recycler view. Ici dans cet exemple, nous voulons afficher un bouton sur l'écran lorsque notre lazy colon est à la position 0, c'est-à-dire lorsqu'on est tout en haut de la liste. Pour ce faire, on va utiliser notre list state et son paramètre first visible item index qui correspond, comme son nom l'indique, à l'index du premier item visible à l'écran. S'il est égal à 0, ça signifie que nous sommes au top de la liste de la lazy colon. Cependant, on peut voir qu'on a un warning qui nous indique Frequently changing state should not be directly read in composable function. Donc, traduit en français, les états qui sont amenés à changer régulièrement ne doivent pas être lus directement dans le composable, car effectivement, dans le cas actuel, une nouvelle recomposition sera déclenchée dès que la valeur de first visible item est modifiée. Donc à chaque scroll de l'utilisateur, ce qui est vraiment pas optimisé. Sauf que j'en ai besoin moi dans mon composable, donc comment on fait? Eh bien, on va utiliser derived state of. Ici, je vais utiliser remember pour garder la valeur de isFirstIndex en cas de recomposition, et à l'intérieur, je vais définir un derived state of. Ensuite, je vais utiliser ma nouvelle variable isFirstIndex pour afficher le bouton lorsque sa valeur est égale à true. Ici, mon derived state of permet de lancer une recomposition seulement si la condition list state first visible item index passe de true à false ou de false à true, et pas à chaque fois que la valeur de first visible index est modifiée. Snapshot flow. Alors là, on va passer à notre dernière API, Snapshot flow. Snapshot flow est un moyen de transformer une opération ou un état en flow. Lorsque l'un des objets lus à l'intérieur du bloc snapshot flow est modifié, le flux émet une nouvelle valeur pour son collecteur si la nouvelle valeur n'est pas égale à la valeur précédemment émise. On va reprendre le même exemple que pour derived state of, c'est-à-dire qu'on a juste une lazy colon qui affiche des items.
Mais contrairement à l'exemple précédent, je souhaite afficher un message dans la console Logcat lorsque l'on est tout en haut de la liste. Je vais donc utiliser Snapshot Flow. Je vais commencer par définir un Longed Effect en passant en clé mon list state, qui est censé garder la même valeur même après une recomposition grâce au Remember Lazy List State. Le bloc Longed Effect sera donc exécuté qu'à la première composition. Et à l'intérieur du bloc, je définis mon Snapshot Flow. Je vais passer l'opération entre les accolades qui va définir le flow. Donc ici mon list state.firstVisibleItemIndex. Comme ça, notre flow sera déclenché à chaque modification de firstVisibleItemIndex. Je vais ensuite utiliser map pour définir la condition qui est mon index égal à 0. Et je finis par collecter et afficher un message dans la console si isTopOfList est vrai. Voilà pour les API des side effects. Alors j'ai conscience que tu as potentiellement appris beaucoup de choses dans cette vidéo et qu'il y a beaucoup d'éléments à retenir. Pour rappel, je t'ai écrit une fiche récapitulative complète en français avec des exemples de code, histoire de t'aider à savoir quand utiliser une des API que je viens de te montrer. Si jamais tu veux la recevoir pour la garder près de toi quand tu coderas, suis le lien en description. Tu as juste à indiquer ton adresse mail et je t'enverrai tout ça. N'hésite pas également à liker cette vidéo et à la commenter si jamais tu as des questions et également à la partager autour de toi. Et le plus important, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et pour rappel, ma newsletter Mobile First orientée 100% mobile qui t'aide à rester au courant des dernières nouveautés est toujours disponible aussi en description, donc fonce. C'était Cyril Android et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.